Auriculaire donne la parole aux autrices de bandes dessinées. Elles sont dessinatrices, scénaristes ou encore coloristes. Elles sont engagées, féministes et se sont emparées de tous les genres de la bande dessinée. Non, les femmes ne font pas de la BD girly, elles font de la bande dessinée. Et si nous écoutions ce qu'elles ont à dire ? Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image à Angoulême. Chantal Montelier est une des pionnières de la bande dessinée, une de celles qui a commencé alors que cet art était encore éminemment masculin. Elle a publié de nombreux albums et est la cofondatrice du prix Artemisia, qui récompense chaque année début janvier des albums réalisés par des femmes. Cette interview a été enregistrée lors du Festival de la bande dessinée d'Angoulême en janvier, après une longue journée de travail, et Chantal m'a demandé de l'excuser pour sa voix épuisée. Lors de cet entretien, nous avons parlé de ses expériences de pionnière, de la façon dont les femmes, et a fortiori les femmes artistes, sont considérées, et de la lutte qu'elle n'a jamais cessé de mener pour la visibilité et la reconnaissance des autrices. Chantal Montelier dit ce qu'elle pense, sans pincettes. Ses propos choquent parfois. Elle est comme ça. Bonjour Chantal Montelier, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors merci de cette invitation. Je n'ai qu'une question à vous poser, mais je pense qu'il y a beaucoup à développer. Pour vous, les femmes sont-elles l'avenir de la bande dessinée ? Écoutez, Aragon nous a expliqué que les femmes étaient l'avenir de l'homme. Donc c'est déjà un précédent intéressant, qui ne s'est pas tellement réalisé d'ailleurs. Pour le moment, non, mais donc, je suis pas sûre on peut toujours espérer. Je ne suis pas sûre que cette prédiction ait plus de réussite que celle d'Aragon. Mais enfin, on peut toujours essayer d'y travailler, quoi, à ce que les femmes... qu'elles ne soient pas forcément exclusivement l'avenir de l'humanité, mais qu'elles y participent, elles y trouvent leur place dans cet avenir, toute leur place. Ce qui n'est peut-être pas encore tout à fait le cas aujourd'hui, en tout cas dans ce domaine qui est celui du 9e art, où ça résiste encore un peu, quoi. Donc il y a encore du travail avant que nous puissions dessiner l'avenir de l'humanité, nous autres femmes. Et pouvez-vous nous expliquer votre parcours mon Dieu. qui est fort intéressant. Combien d'heures à me consacrer, combien de jours. Parce que vous faites partie des pionnières, vous êtes une des pionnières de la bande dessinée féminine. Voilà. Alors mon parcours, j'ai combien de minutes devant moi. C'est un peu le parcours de la combattante quand même, il faut bien le dire. D'abord parce que quand je commence à dessiner pour la presse politique plutôt d'ailleurs, genre l'Unité, l'Humanité, ce genre des journaux aussi syndicaux, combats syndicalistes, je m'aperçois qu'en fait il n'y en avait pas tellement avant moi, si ce n'est pas du tout. Que là vraiment pour le coup je suis réellement pionnière. Seule. La première, et peut-être la dernière, parce qu'il n'y en a pas tellement qui m'aient succédé sur ce mode-là, en tout cas, c'est-à-dire un dessin vraiment directement politique. Il y a des dessinatrices qui s'illustrent avec sur des thèmes sociétaux, on va dire. À sa manière, d'ailleurs, Bretéché était une sociologue de la bande dessinée, enfin une sociologue d'ailleurs de son propre univers, de son propre milieu. Mais le dessin politique, il y en a moins. Donc j'étais un peu seule. Du coup, j'ai été un peu remarquée, et pour le meilleur et pour le pire, parce qu'il y en a qui trouvaient ça très bien, qu'il y ait une femme qui ose entrer sur un territoire qui était jusque-là, depuis toute éternité, réservé aux seuls mâles, et puis d'autres qui visiblement appréciaient moins la chose, quoi. Et puis surtout, j'ai démarré dans les années début 70, j'étais encore consommable, appétissante, enfin presque. Et donc effectivement, j'ai eu à subir, si ce n'est un harcèlement sexuel,
Quoique, parfois quand même. Du moins une pression, des pressions dans ce sens-là, quoi. C'est-à-dire où je savais jamais tellement si j'étais publiée parce que mon boulot méritait d'être lu, d'être vu, ou si c'était mes charmes qui retenaient l'attention des rédacteurs qui, à une exception près, étaient tous du premier sexe, pour parler comme Simone de Beauvoir. Donc il y avait toujours ce sentiment pour moi d'incertitude, de malaise, pas de peur, j'avais pas peur, enfin je pouvais traverser les couloirs sans craindre de me faire violer, mais quand même il y a eu plusieurs tentatives pour me coller au mur, m'arracher des baisers, enfin c'était pas mon lot quotidien, quoi. Oui. Mais c'était de toute façon déjà de trop, quoi. Donc pendant toutes ces années où j'ai sévi dans la presse, je n'ai eu en tout et pour tout qu'une seule femme en face de moi dans le rôle de rédactrice en chef. Et c'est vrai que quand même les rapports étaient du coup plus simplifiés, quoi. Au moins il n'y avait pas cette pression-là, quoi. Surtout qu'elle n'était pas du tout lesbienne. Par contre, j'ai eu une femme homosexuelle qui a été rédactrice en chef à un moment donné des Humaines Associées, et j'ai à nouveau senti cette pression. Ce qui veut dire que, voilà, il n'y a pas que les hommes, quoi. Une pression de séduction ? Oui. Peut-être même plus fort qu'avec certains hommes. Donc on est quand même, quand on est femme, qu'on est jeune, qu'on ne se réclame finalement que de soi-même. Enfin, je jouissais d'aucune protection particulière, quoi. On est de toute façon un peu une proie sexuelle, de toute façon. Il y a de la libido, il y a du désir qui circule, sur ce mode-là, quoi, du haut vers le bas, quoi, donc avec tout ce que ça signifie. Bon. J'ai réussi à survivre, parfois non sans mal, et à poursuivre un travail qui, moi, me passionnait, qui me passionnait d'autant plus que j'avais conscience, si vous voulez, d'être un peu une exception culturelle, quoi. Donc je ne voulais pas lâcher. Mais peut-être que j'aurais dû lâcher. Non. Enfin, ma retraite serait peut-être meilleure si j'étais retournée dans l'enseignement où je faisais semblant d'être professeur d'art plastique, quoi. Et effectivement, là, c'était d'autres types de rapports. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Anana ? Je peux. Donc, Anana, donc c'est toujours 72, 13 par là, 14. Il y a donc essentiellement dans la bande dessinée des revues faites par des hommes, sous la responsabilité de rédacteurs qui sont aussi des hommes. Des hommes. Et cela depuis évidemment quelques décennies. Donc, par contre, le reste de la société bouge, contrairement au milieu de la bande dessinée, qui bouge aussi, mais beaucoup moins que le reste. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement des femmes, quand même, qui n'est pas négligeable. Le MLF, voilà. Qui a encore de la force, qui fait bouger les lignes, les luttes pour la libération, le droit à l'avortement, des maisons d'édition, les éditions des femmes, mais pas seulement, qui publient des revues et des journaux féministes. Des femmes qui commencent à apparaître dans ces journaux-là comme dessinatrices. Et qui interviennent sur un mode engagé, quoi, politique, on va dire. Et puis la presse, poussée par tout ça, la presse bande dessinée commence à évoluer un petit peu quand même. Et surtout des revues de bande dessinée faites par des auteurs naissent. Essentiellement d'ailleurs des auteurs de chez Dargaud, c'est-à-dire Gottlieb, Téché, Mandrika avec l'Écho des savanes, Druyet, Meubius, Dionnet avec Métal Hurlant.
aux éditions Casterman, Jean-Claude Forest, Hugo Pratt, je crois aussi Jacques Tardy. Voilà, donc les auteurs s'emparent des manettes, quoi, et deviennent éditeurs. Bon, pour le meilleur et pour le pire. Donc déjà, ça fait un peu bouger les choses. Bon, il y a aussi les éditions du Square avec Charlie Mensuel. De temps en temps, rarement, mais de temps en temps, des signatures féminines apparaissent. Alors c'est vrai que c'est plutôt côté scénario. Dany Dubos, qui fut la compagne de Jean-Claude Forest, signe un scénario avec Pichard. Laurent Sarlet signe des scénarios avec Blanc Dumont, etc. Mais quand même, la plupart des femmes sont encore dans la bande dessinée pour enfants, dans des maisons style Bayard Presse, etc. Et sont cantonnées dans la jeunesse. Sont cantonnées dans la jeunesse, comme par exemple Nicole Clavelou. Bon, donc les humanoïdes associés, donc Dionnet, Druyet, Möbius, les humanoïdes associés ont un journal qui s'intitule Métal Hurlant, et un peu poussé par l'épouse de Jean-Pierre Dionnet, Jannick Dionnet, et par Trina Robbins, qui est une de leurs relations, une dessinatrice américaine. Voilà, qui émerge dans les Women Comics, je crois. Les comics. Voilà, et puis qui est une BDaste un peu... Enfin, qui est assez visible, quoi. Donc, ils ont une relation assez étroite avec elle, qui fait des séjours réguliers à Paris, qui habite chez eux, les Dionnet, donc, et un peu poussé par Trina et par Jannick Dionnet. Jean-Pierre Dionnet, donc, décide de passer à l'acte et crée cette revue de bande dessinée féminine, à savoir Anana. Bon, très bien. Reste à en faire un vrai journal, c'est-à-dire avoir quand même de quoi l'alimenter. Et finalement, il n'y a pas tant de dessinatrices, parce que ça vise un public adulte, et il n'y a pas tant de dessinatrices que ça en France à ce moment-là, qui sont susceptibles de fournir régulièrement, je ne sais plus ce qu'il était ce journal, peut-être trimestriel, voilà, de quoi alimenter une revue de ce genre. Donc, ils recrutent un peu tout ce qu'ils peuvent recruter. Et comme mon nom apparaît régulièrement dans la presse généraliste, c'est Jannick Dionnet et Anne Delobel, qui est secrétaire de rédaction, l'ex-compagne de Jacques Tardy, avec laquelle il a conçu Adèle Blanc-Sec d'ailleurs. C'est Anne Delobel qui vient me chercher pour pour me proposer de remplir des pages d'Anana. Bon. Moi, ce qui m'intéresse à ce moment-là, c'est vraiment le dessin politique. Point barre, quoi. La bande dessinée, j'ai un rapport très compliqué avec la bande dessinée, qui s'est jamais complètement transformé. C'est-à-dire que le genre en soi, pourquoi pas ? On peut faire des chefs-d'œuvre en bande dessinée. Il y a des gens que j'admire, des dessinateurs que j'admire vraiment, genre, je sais pas, Munoz, Crépax, Puzzelli, enfin c'est surtout d'ailleurs des latins. Mais bon, globalement, je trouve qu'il y a un esprit potache qui a tendance un peu à tout transformer en guignolade, quoi, ou ça reste quand même un peu adolescent, un peu préadolescent, et puis ce machisme qui est présent, qui est très partout, présent. Quoi. Donc même chez les mieux intentionnés, quoi. Donc j'y vais, mais vraiment en me pinçant un peu le nez, quoi. Et j'y vais parce que, oui, je me dis après tout, là aussi, il y a peut-être la possibilité de faire avancer un peu les choses avec un regard féminin sur la vie, l'actualité, une sensibilité, et puis un discours. S'emparer de sujets un peu engagés aussi. Par exemple, oui. Donc je dis OK. Mais ce qui m'a beaucoup gênée dans ce canard, c'est qu'on était vraiment des œuvrières, quoi.
C'est-à-dire qu'on n'avait pas voix, les dessinatrices, on n'avait pas voix au chapitre. Il y avait une rédaction qui se réunissait régulièrement, mais jamais, à ma connaissance, aucune dessinatrice n'a été... Alors que ce journal était d'abord un journal de dessinatrices. Pour ce qui me concerne, moi, j'ai jamais été conviée à assister à une réunion de rédaction. Ceci étant, il est clair que si j'avais assisté à une réunion de rédaction, les orientations du journal n'auraient pas été les mêmes. Ces orientations me déplaisaient, au sens où c'était souvent ce qui était mis en avant, notamment dans les couvertures, c'était des accroches sur le thème, voilà, par exemple le sexe et les petites filles, l'inceste, vous voyez ce que je veux dire, oui. quoi. Oui, la couverture c'était racoleur, quoi. De celui sur l'inceste était assez... Voilà, donc c'était quand même très racoleur. Et puis vraiment pas dans la subtilité, quoi. Donc ça j'aimais pas ce côté racolage, quoi. Donc déjà ça, il y aurait eu du conflit, quoi. Voilà, la ligne éditoriale était pour moi, j'y adhérais pas beaucoup, quoi. Mais surtout, elle était décidée par des hommes, en fait, pas du tout par des femmes. Yannick Dionnet devait quand même dire son mot, mais ceux qui faisaient vraiment le boulot, c'était Dionnet et beaucoup Philippe Manœuvre, qui était à la manœuvre, y compris pour Métal Hurlant. C'est-à-dire, c'était un gros bosseur, c'était un type assez brillant, rapide, énergique. J'ai l'impression que c'était un peu lui qui donnait le là, quoi. D'accord. Donc, j'étais comme les autres, comme les lecteurs, finalement. C'est-à-dire, je découvrais le journal quand il était mis en vente, quoi. Et souvent, je poussais des hurlements de détresse, d'indignation, en disant, je ne sais pas si je ne peux pas continuer à bosser là-dedans. Et puis bon, quand même, un journal de femmes. Et le premier, le seul. Il n'y en a pas eu d'autres. Et puis bon ou pas bon, c'était quand même autre chose que Pilote, que les revues de dessinateurs, quoi. Moi, je suis sur une position que je crois être à peu près la seule à partager, à savoir que je pense qu'il y a un imaginaire féminin. Oui. À partir du moment où on n'est pas sexué pareil, on n'a pas le même rapport au monde. On n'a pas la même histoire. On n'a pas la même histoire. On n'a pas la même place. On n'a pas la même histoire politique déjà, puisque la politique, on a été autorisé à y entrer au 19e, 20e siècle. Le droit de vote, c'est relativement... C'est très tard. C'est très tard. Les femmes qui ont des vrais rôles politiques, c'est presque ma génération. Voilà, donc c'est vrai qu'on a été pendant des siècles et des siècles relégués à des rôles la maman et la putain, quoi. Donc on ne peut pas avoir le même imaginaire. Je ne vois pas comment ça serait. Pour vous, en fait, il y a vraiment un imaginaire féminin spécifique qui fait que les femmes ne traitent pas un même sujet, ne vont pas s'en emparer de la même manière qu'un homme. Je le pense pas. Je le pense pas parce que, encore une fois, on voit pas le monde du même endroit, de toute façon. On n'a pas la même place dans le monde, dans la société. On n'a pas le même rapport au travail, aux enfants. Donc le corps sécrète je crois, de l'imaginaire. Et la place du corps dans la société sécrète de l'imaginaire, forcément. On ne fait pas les mêmes rêves, à mon avis, quand on est une femme et un homme, ou qu'on est un homme. Donc, voilà. Et puis, si vous voulez, on vient de naître, quoi, les femmes dessinatrices. C'est-à-dire jusqu'à après la Première Guerre mondiale, donc, disons, à peu près 1920, par là, il faudrait vérifier. Je ne suis pas une très bonne historienne d'art. Mais les femmes n'avaient tout simplement pas accès au lieu d'apprentissage. C'est-à-dire, les beaux-arts leur étaient fermés. Elles ont eu accès aux beaux-arts après le premier conflit mondial, mais seulement à certains ateliers, qui étaient des ateliers où on n'apprenait pas du tout. Par exemple, on n'avait pas accès, les femmes, à un modèle vivant, à un nu.
Donc on pouvait dessiner d'après des plâtres, des moulages, oui, parce qu'il y avait des parties de l'art il y avait des parties de l'art qui étaient considérées comme viriles, enfin plus spécifiquement masculines et effectivement auxquelles les femmes n'avaient pas accès. La question c'est-à-dire les femmes avaient le droit de poser nues devant les étudiants des beaux-arts, les garçons, mais le contraire était inimaginable, impensable. Qu'un homme puisse, avec tous les risques que ça suppose, s'il se met à bander comme un âne, par exemple. Voilà, donc ça, c'était ce à quoi j'ai assisté d'ailleurs pendant mes années d'études aux Beaux-Arts. Mais bon, j'ai aussi assisté à un modèle qui s'est mis à perdre du sang en posant. Voilà, il y a ça. Donc, parce que les Beaux-Arts étaient évidemment fréquentés par des jeunes filles de la bonne société. Ça s'est démocratisé beaucoup plus tard, dans les années fin 60, 70, etc. Donc, il était hors de question, dans une France qui était encore confite en bénitier, que les femmes puissent entrer dans ce genre de... suivre ce genre de filière et ce genre d'études. Donc évidemment, comment apprendre à dessiner si on n'a pas accès au corps? Enfin, on peut dessiner des poires, des pommes, des Scooby-Doo, très bien, mais c'est pas comme ça qu'on devient artiste, quoi. Véritablement, si on n'a pas accès à l'essentiel. C'est comme quelqu'un qui voudrait faire de la musique, en professionnel, à haut niveau, qui n'aurait pas accès au solfège. Enfin, voilà. Donc il y a ces problèmes-là qui... Et quand moi j'ai fait les Beaux-Arts dans les années 60, milieu des années 60 jusqu'à la fin des années 60, je suis sortie en 69. On avait accès à tout, mais différemment. Différemment que les garçons. Et les investissements des filles n'étaient pas les mêmes investissements que les garçons. C'est-à-dire tous les garçons qui faisaient les Beaux-Arts avaient tous en tête de créer leur boîte, en faire métier, enseigner, devenir peintre, enfin artiste. Très très peu de femmes s'autorisaient ça. Elles ne se sentaient peut-être pas légitimes. Bien sûr que non. Pour être artiste. Non seulement elles se sentaient pas légitimes, mais si vous voulez, il y avait quasiment un interdit, un tabou. C'est-à-dire beaucoup de ces jeunes filles issues de milieux sociaux très favorisés avaient dans leur famille une tante, une cousine qui s'était jetée à corps perdu dans les flammes de la création et qui s'y était brûlée. Alors soit elles y avaient perdu le mari, les enfants, elles s'étaient retrouvées, enfin Camille Claudel, quoi. Donc ça c'était évidemment très inhibant, quoi. C'était l'épouvantail, quoi. Ça, tout de suite, une femme qui délaisse ses enfants ou qui s'en occupe pas comme elle doit au profit de la création artistique, c'est nécessairement une folle, quoi. Enfin, la folie est là, quoi, très proche, en fait, comme menace, quoi. Ouais. Menace de désocialisation, en fait, tout le... c'est le mythe de l'artiste fou. Mais c'est surtout en rupture avec un fonctionnement normal des choses. Voilà. Donc elles étaient toutes plus inhibées les unes que les autres face à l'idée de faire vraiment un travail de création. Évidemment, il y a toujours des exceptions, mais elles sont pas si nombreuses. Et puis, si vous voulez, ce qui nous n'encourageait pas à oser franchir le pas, outre toutes ces menaces, tous ces dangers, tous ces épouvantails, tous ces risques qu'on nous brandissait sous le nez, c'était le fait qu'en histoire, on avait des cours d'histoire de l'art, 2 heures par semaine, je crois. Les modèles de femmes artistes étaient peu là. Oui, il y en avait très peu. Je me souviens de 3 ou 4 noms en 6 ans, quoi, qui étaient généralement d'ailleurs des femmes de... donc, je sais pas, Sonia Delaunay, il me semble que c'est l'épouse de Robert. Oui. Frida Kahlo, encore que non, on nous a pas parlé de Frida Kahlo. Frida Kahlo, associée à Diego de la Rivera, qui avait, peut-être Dorothée Tanning, associée à
qui d'ailleurs Max Ernst, je crois, etc., etc. Enfin bon, les noms ne viennent pas spontanément là, mais enfin, c'était un peu toujours c'était toujours un peu, voilà, il y a toujours un père, un mari, un frère qui était dans le paysage, quoi, en arrière-plan ou en avant-plan, quoi. Restaient des bêtes à part dans le style de Suzanne Valadon, mais qui avait évidemment une réputation abominable, parce que c'était, voilà, le contre-exemple, c'est ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce qu'il ne faut pas être, alors que quand même elle a laissé une vraie œuvre et qu'elle s'est quand même imposée comme artiste. Mais c'était toujours attribué à ses amants de passage, que ce soit Toulouse-Lautrec, Degas, enfin, etc. Femme de mauvaise vie, donc. Et le côté à l'image de l'artiste féminine. Oui, c'est-à-dire que voilà, ça pouvait pas être juste une grande artiste. Il fallait quand même qu'il y ait une stigmatisation qui accompagne. Alors qu'on ne va pas aller farfouiller dans l'histoire de justement de Toulouse-Lautrec pour savoir comment il vivait sa sexualité, quoi. Ça n'existe pas. Une stigmatisation portée sur un artiste. Au contraire, c'est plutôt un plus, quoi. Si l'artiste est un peu voilà. Et Anana s'est arrêtée au bout du 8e numéro. Je digresse un peu, n'hésitez pas à me remettre. C'est fait. D'association en association. Et Anana, oui, du coup, s'est arrêtée très rapidement. Est un journal international, puisqu'on y trouve, visiblement, il n'y avait pas en France suffisamment de dessinatrices pour remplir le journal, puisqu'ils ont fait rentrer pas mal de dessinatrices étrangères, comme Cecilia Capuana pour l'Italie, Trina Robbins, les États-Unis, etc., etc. Bon, pas bon an, mal an, c'est plutôt par bon trimestre, mauvais trimestre, le journal sortait. Je pense qu'il y avait un public, puisque Jannick Dionnet m'a même dit qu'il se vendait mieux que Métal Hurlant. Bon, vrai, faux, j'en sais rien. Et donc, si vous voulez, c'est vrai que si on en jugeait d'après les couvertures, c'était, comme je vous le disais il y a un instant, un racoleur, incontestablement, provocateur au minimum. Mais chaque dessinatrice ramenait sa propre histoire. Nicole Claveloux revisitait les contes de fées sur un mode un peu ironique, genre Les Connasses et les Princes Charmants. Enfin, moi, je faisais des choses sur les bavures policières où l'inceste ne tenait aucune place. Elie Medeiros racontait des histoires familiales, mais bon, j'ai pas vu passer l'inceste, par exemple. Enfin, c'était pas un journal de débauché, quoi. Voilà. Or, visiblement, ça dérangeait quand même. Et donc, interdiction à l'affichage au 9e numéro, je crois. Oui, 8e, 9e numéro. 8e ou 9e, je crois que c'est plutôt 9e. Donc, interdit à l'affichage dans les kiosques, qui sont par ailleurs, et qui étaient à ce moment-là des officines pornographiques où on voyait vraiment s'étaler de la chair plus ou moins fraîche à chaque étage du kiosque en question, sans que ça dérange personne. Mais bon, il y a la loi concernant la jeunesse, la loi de je sais pas quelle. C'est la loi de 49, un truc comme ça, voilà, qui a été utilisée contre nous, alors qu'on s'adressait absolument pas plus à la jeunesse que l'Écho des Savanes ne s'y adressait, ou que Charlie, qui exhibait des corps féminins sous toutes les coutures, qui eux n'ont pas été touchés, concernés. Voilà, il n'y a pas eu de problème, mais nous, oui. Donc on a été, paraît-il, j'ai jamais su vraiment le fin mot de l'affaire. Puis je faisais une confiance moyenne à Jannick Dionnet pour dire les choses telles qu'elles étaient vraiment. Mais on aurait été interdite à l'affichage pour pornographie. Alors bon, je cherche encore désespérément où étaient les images porno. En tout cas, faites par des dessinatrices, quoi. Mais même. C'est peut-être juste la couverture qui dérangeait. Oui, encore, les couvertures n'étaient pas porno. Non. Voilà, on peut pas appeler ça de la pornographie. Non. Elle pouvait être provocante, effectivement. Le sexe et les petites filles, c'était une petite gamine avec une petite jupe en mousseline noire, une petite couette, qui était assise à l'envers sur un cheval à bascule, et qui le tenait par la queue. Waouh, scandale. Scandale.
peut-être que ceux qui tenaient le haut du pavé se sont sentis, senti que leur territoire allait être un peu empiété et que ça les dérangeait. Mais bon, il faudrait s'y intéresser vraiment. Jeannick Dionnet est toujours de ce monde, Jean-Pierre Dionnet est toujours... Mais enfin, ils se contredisent chaque fois qu'on leur pose des questions. Mais ça serait pas mal de creuser un peu cette affaire pour savoir... Et puis, c'est jamais les mêmes arguments qui viennent. Donc, voilà. Toujours est-il que ce journal a été tué parce qu'à partir du moment où il est plus visible, retour à l'invisibilité, donc à laquelle les femmes et leur imaginaire sont, y compris dans le cinéma d'ailleurs, sont assez systématiquement condamnés. Et à partir du moment où le journal n'est plus visible, peut-être qu'il serait de toute façon mort de sa mort naturelle, si j'ose dire. Mais c'est pas une certitude absolue. Et puis voilà, donc le journal n'étant plus visible a disparu, quoi. Et donc les dessinatrices qui travaillaient pour ce journal sont pour la plupart retournées comme Nicole Claveloux dans la presse pour enfants, alors qu'elles venaient d'en sortir. Ou ont bel et bien ont totalement disparu, quoi. Je sais pas, Marie-Noël Pichard, bon, je sais pas, c'était pas vraiment ma tasse de thé ce qu'elle faisait, mais elle le faisait, quoi. Donc c'était la fille d'un certain Georges Pichard qui avait été, hélas, un peu contaminé par son père, qui faisait les bandes que vous connaissez peut-être, c'est-à-dire qui n'était pas vraiment d'un grand féminisme, hein, oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, j'ai pas l'impression qu'elle ait survécu à la disparition d'Anana. Cecilia Capuana n'a pas survécu à la disparition d'Anana. Trina Robbins, en tout cas dans la publication en France, n'a pas survécu à la disparition d'Anana. Et moi, j'ai survécu parce que je faisais des bandes dessinées peut-être un peu plus masculines, enfin un peu moins... je sais pas comment les qualifier d'ailleurs. Un peu moins marquées, féminines, un peu moins... peut-être plus, je sais pas... Enfin bon, c'est pas à moi de le dire de toute façon. Mais j'ai été reprise, et puis ça marchait, quoi. Il y a une curiosité autour de moi, de mon nom. Et puis j'avais un public qui était plutôt d'ailleurs des lecteurs de journaux, plus politiques, quoi, mais qui me suivaient dans ce journal-là. Et donc, sans doute parce que je vendais un petit peu mieux que les autres, que j'étais un peu plus visible, j'ai été reprise par ma série d'Andy Gang, là, sur les bavures policières, a été reprise par Métal Hurlant. Mais je crois que je suis à peu près la seule à ce moment-là survivante de cette aventure, quoi. Et aujourd'hui, pour vous, donc il y a eu ce coup porté à la disparition de Anana. Aujourd'hui, ce coup porté à Anana qui est entré. Ce coup porté à Anana des coups, il y en a eu beaucoup, vraiment beaucoup de portés. Et aujourd'hui, est-ce que là aujourd'hui en 2018, la situation a changé. Enfin, oui, le nombre d'autrices est de toute façon beaucoup plus important. On était de 2%, on est 12%, si ce n'est 13%. Donc déjà, entre 25 et 27% maintenant. Oui, enfin, il faut voir comment on compte, quoi. Pour moi, voilà, ce qui mériterait qu'on s'y arrête de plus près, ce serait de voir combien de femmes vivent de leur travail, de leur production. Et combien en vivent de manière durable, enfin sont présentes, produisent, sont publiées régulièrement en public, voilà. Parce que c'est vrai qu'on peut toujours publier un album par-ci, un album par-là, mais est-ce que pour autant on se professionnalise ou pas, quoi. C'est pas parce qu'on a publié un album qu'on se professionnalise. Oui, mais on peut quand même être considéré comme autrice, même si on a publié qu'un ou deux albums. Voilà, le problème, c'est comment on compte, quoi. Qu'est-ce qu'on compte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui... À ce compte-là, on était sûrement plus nombreuses dans ma génération. Et puis, on aurait pu aussi tenir compte de toutes les femmes qui publiaient des albums pour la jeunesse, qui étaient très, très nombreuses. Oui, mais les femmes étaient quand même beaucoup cantonnées à la jeunesse. Aujourd'hui, et c'est beaucoup plus libre. Il faudrait faire un tri, quand même, parce que j'ai l'impression que ça en mélange tout. Bon, je sais pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a, pour ce qui nous concerne, nous, dans Artémisia, le prix, le prix qui récompense, célèbre, voilà, qui récompense les femmes, qui tend à
à désinvisibiliser le travail des femmes dans ce secteur de la création. Et puis surtout, c'est un lieu d'observation, Artemisia, c'est-à-dire parce qu'on fait un vrai travail, quoi, qui nous coûte beaucoup de temps et beaucoup de sous qu'on n'a pas. On vient d'ailleurs de se faire supprimer notre maigre subvention par Monsieur Macron, qui devait trouver que c'était trop, 2 000 € par an pour une association comme la nôtre, que c'était immoral. Donc, on voit quand même chaque année. Et ça va croissant. On reçoit presque une centaine d'albums de bande dessinée. Ce qu'on n'aurait sûrement pas reçu. Et pour adultes, enfin susceptibles d'intéresser les adultes. Même si la maturité des albums n'est pas toujours au top. Je doute qu'il en aurait été de même dans les années 70-80. Donc il y a un développement, c'est clair. Tant mieux. Voilà. Après, comment vous dire, il me semble que il y a déjà le phénomène de la BD girly qui pour moi était à la fois un progrès du point de vue du nombre de publications et puis un recul du point de vue, enfin ça c'est ma subjectivité qui parle et je la partage, du point de vue du contenu. Il me semble que dans Anana, des femmes comme Clavelou, comme Cecilia Capuana, moi-même et quelques autres, mais c'est peut-être aussi une sorte je défends les pionnières, quoi. Mais peut-être mais justement le féminisme, quoi, nous avait marqué, quoi. Les luttes sociales nous avaient marqué. 68 nous avait marqué. Après, les dessinatrices qui font de la BD dite girly, parce que c'est pas un genre non plus et qui regrette fortement d'être classé là-dedans. Parle quand même aussi des problématiques. C'est très léger, hein, mais oui, c'est très léger. Mais ça parle quand même des problématiques féminines ou des. C'est pour ça que le succès est là mais aussi. J'ai peut-être pas tout vu. Je prétends pas à l'exhaustivité, mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a eu un recul du point de vue des sujets abordés. C'est un retour à l'intime, un retour à les rapports mère-fille, beaucoup. Les histoires intrafamiliales, les petites histoires d'amour. Alors que mais il faudrait que je puisse réviser tout ça. J'ai le sentiment qu'une Cecilia Capuana, une Nicole Clavelou, etc., abordaient les choses un peu différemment. C'est-à-dire, vous voyez le monde sous un autre angle, quoi, parce que justement, quand on a démarré les luttes, les problématiques sociales, les rapports de classe, les rapports de travail, il y avait une problématisation différente et un souci du politique, un souci du social, un souci des rapports de domination, quoi. Donc, qui était quand même un peu plus intellectualisé. Peut-être j'ai rêvé que c'était comme ça. Et puis si je relisais, je serais déçue, en fait. C'est sociétal aussi. Non, mais justement, moi, je fais une différence entre le sociétal et le social, par exemple. Vous voyez ? Oui, mais cette préoccupation du politique, effectivement, a disparu. Tend à disparaître aujourd'hui. En tout cas de l'engagement par rapport à ce qu'il y avait dans les années 70. Voilà. Et pour moi, c'est pas une avancée, ça. C'est pas une avancée. Par exemple, je veux dire, la question politique est plus importante qu'elle ne l'a jamais été. C'est la question de l'exclusion, qui fait des ravages quand même. Là, je sais pas, je lisais il y a 2 jours, formation sur le thème 82% des richesses produites de l'année 2017 vont dans les poches des plus riches et le reste, je sais pas, donc 82 moins 100, combien ça fait, enfin ça, voilà, comme ça distribué aux classes moyennes supérieures et les autres, ils crèvent. Donc la question politique reste présente, posée. Elle est noyée dans du sociétal. Et moi, à mon avis, ça peut pas durer éternellement comme ça, quoi, parce que. Mais alors la place des femmes dans tout ça,
la place des autrices de bande dessinée aujourd'hui. Voilà, donc les femmes font de la création dans ce contexte-là, qui est à mon avis beaucoup moins favorable quand même si elles sont plus nombreuses. Je parle d'un point de vue économique notamment, qu'il ne l'était pour nous. Enfin, moi, je gagnais très bien ma vie, quoi. Et il y en avait d'autres. Hein. Alors qu'aujourd'hui, je sais pas, je crois qu'elles sont un nombre considérable, près de 50%, si ce n'est plus, qui sont au-dessous du seuil de pauvreté. Donc, ce qui est d'ailleurs pas spécifique aux autrices, mais qui est aussi le cas des auteurs, malheureusement. Voilà, absolument. Mais je pense que les femmes sont particulièrement touchées de ça. Donc elles créent quand même dans des conditions pas faciles. Et puis, le festival d'Angoulême nous en donne l'exemple chaque année. C'est-à-dire en termes de reconnaissance, il n'y a pas ce qu'il faut. Il y a encore une invisibilité des femmes. C'est incroyable. Surtout, voilà, c'est pour ça qu'Artemisia est utile, parce qu'on voit, on a un jury, on a une dizaine de personnes qui sont toutes vraiment sérieusement intéressées par cette question, quoi. La plupart sont féministes ou sont en train de le devenir. Il y a des hommes et des femmes. Bon, voilà. On voit bien qu'il y a une production tout à fait digne d'intérêt, quoi, et qui est souvent même plus pertinente, plus consciente, peut-être plus adulte, plus originale aussi. Je trouve que les femmes, en tout cas celles que l'on retient, dont on retient les œuvres, ont souvent un langage graphique aussi plus personnel que celle des hommes. Des hommes. Voilà, parle plus en personne première, souvent. Ose peut-être plus dire je, enfin voilà. Et que le contenu est tout à fait digne d'intérêt, que côté dessin, c'est peut-être là où c'est encore un peu peut-être plus faible. Elles sont souvent meilleures scénaristes, enfin encore une fois de mon point de vue qui est très subjectif, que dessinatrices. Mais en tout cas, voilà, la bande dessinée des femmes existe, comme le cinéma des femmes existe. Donc ce qui n'existe pas, c'est une reconnaissance qui soit en proportion de ce qu'elles produisent. Et puis une intelligence critique par rapport à ce qui se produit là, dans ce champ-là. Mais je crois que l'intelligence critique aujourd'hui, elle est plus présente dans beaucoup d'endroits. Hein. Voilà. Donc les choses avancent, mais lentement. Elles avancent de manière par saccades, c'est un peu chaotique, quoi. C'est-à-dire, je pense que ma génération avait quand même considérablement avancé, et que les interdictions, là aussi, un manque de reconnaissance, des pressions, peut-être pas du harcèlement sexuel en permanence, mais un mépris pour le travail qu'on faisait, ou même celui que je faisais moi, était à la fois, j'avais un public, mais très souvent quand je livrais mon travail, que ce soit Jean-Pierre Dionnet, à Jean-Paul Mougin, à Didier Chrisman, j'avais jamais un vrai retour, quoi. C'est-à-dire, très souvent on me disait, mais regarde ce que fait Tardy, regarde ce que fait Möbius, regarde ce que fait machin, regarde ce que fait truc. Mais ça peut être très décourageant. Je pense que voilà, ce qui est valable pour moi a dû être valable pour d'autres, quoi. Donc malgré ça, il y a eu des avancées, mais on a pris de tels coups sur la gueule, à commencer par l'interdiction d'Anana, que ça a produit. Et puis moi, j'ai été particulièrement bien servie, je dois dire. Donc ça a produit des reculs. C'est beaucoup de femmes sont retournées à la bande dessinée pour enfants, à l'illustration. Enfin, il y a une génération qui, à mon avis, a été un peu massacrée, quoi. Peut-être le mot est un peu fort, mais il faudrait voir si j'ai raison ou pas. Je crois que oui. Et dont les suivantes, les femmes comme Pénélope Bagieux, par exemple, n'ont pas conscience que cette génération a produit et qu'elle a été gommée.
qu'elle a été entravée, qu'elle a été effacée. Rendue invisible. Rendue invisible. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et qu'il faut se battre, mais se battre vraiment comme un chien, ou une chienne d'ailleurs, pour dire non, pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec cet effacement. Je ne suis pas d'accord. Merci beaucoup. Merci Chantal. Merci. Pour d'avoir accepté mon invitation. C'est très gentil à vous. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Auriculaire. En attendant, vous pouvez vous abonner au compte Instagram Auriculaire le podcast pour découvrir les interviews à venir. À très vite.